Bienvenue dans Médiatique, l'émission d'information proposée par Orneheim. Notre invité aujourd'hui est le Dr Raouf Ghozi, président de la Fédération française contre les maladies vectorielles à tiques. Dr Raouf Ghozi, bonjour. Bonjour. Donc, Dr Ghozi, vous êtes interniste, travaillez à l'hôpital de Lannemezan. Déjà, première question, qu'est-ce que c'est finalement qu'être un interniste ? C'est parce qu'on n'en a pas dans l'Orne, nous, d'internistes. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un médecin interniste ? Alors, un médecin interniste, normalement, c'est un spécialiste des maladies rares, plus précisément des maladies inflammatoires, des maladies auto-immunes. Et après, de façon un peu plus large, l'interniste s'occupe un petit peu, il s'intéresse à différentes pathologies de différentes maladies. Il s'intéresse à beaucoup de maladies. Et donc, c'est un peu un généraliste de l'hôpital, quelque part. Donc, les internistes travaillent toujours en milieu hospitalier ? Oui, par définition, c'est une spécialité hospitalière, mais depuis quelques années, en fait, on voit des internistes travailler dans des structures libérales, que ce soit en clinique ou en cabinet. Mais c'est quelque chose de très récent. Donc, vous travaillez à l'hôpital de Lannemezan. Lannemezan, ça se trouve où exactement ? Lannemezan, c'est situé dans les Hautes-Pyrénées, à 25 km de Saint-Lary, qui est une station de ski très connue, sympathique, et à 33 km de Tarbes, qui est la préfecture des Hautes-Pyrénées. Au niveau du type de paysage, de l'environnement, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est forestier ? Est-ce que c'est agricole, tout autour de cet hôpital ? Alors effectivement, c'est plutôt agricole. Il y a beaucoup d'agriculteurs autour de Lannemezan, mais il y a également en fait des forêts, notamment la forêt de la Barousse. Et malheureusement, on est concerné également par les tiques en altitude, puisque jusqu'à 1500 mètres, et c'est un peu le cas, on a vraiment beaucoup de tiques. Donc on est quand même sur un milieu plutôt campagnard, avec une problématique liée aux tiques très importante. Il y a une humidité atmosphérique assez importante aussi ? Oui, effectivement, on a une certaine humidité. En théorie, en comparaison avec Toulouse, on a 4 ou 5 degrés de moins. Et c'est, on va dire, une zone propice à la présence des tiques et à leur activité. Donc vous êtes là aujourd'hui invité de l'émission pour parler de tiques et de maladies de Lyme. À quel moment dans votre carrière vous avez commencé à vous intéresser plus à ce type de maladie ? Comment c'est arrivé finalement dans votre parcours ? Comment la maladie de Lyme est entrée dans votre vie ? Alors c'est très simple. En 2011, les associations de patients sont venues rencontrer mon directeur. Il m'a interpellé donc à leur sujet en me demandant si je voulais m'occuper de ces patients. Bien entendu, vu que les patients étaient demandeurs, j'ai dit oui. Et je me suis rendu compte effectivement qu'il y avait un vrai problème, un vrai challenge avec ces patients. Petit à petit, j'ai, on va dire, eu de bons résultats avec certains cas un peu plus compliqués. Mais il est clair qu'aujourd'hui, je n'ai aucun regret, car il y a un vrai problème scientifique. Il y a une polémique du fait de ce défaut de connaissance actuelle. Et bien, il est temps que la recherche se saisisse de cette véritable problématique épidémique. La transition est donc toute trouvée par rapport à la création d'une structure qui est née en 2015, qui s'appelle la FFMVT, qui veut dire... La Fédération française des maladies vectorielles à tiques. Donc cette structure, en fait, vous êtes un des cofondateurs, membre fondateur de cette structure. Donc est-ce que vous pouvez nous en parler, déjà nous expliquer la genèse de cette structure, déjà dans un premier temps, comment on est arrivé à la créer ? Alors en fait, c'est très simple. En 2012, j'ai eu l'occasion de participer au rapport du Haut Conseil de la santé publique. Et une des conclusions de ce rapport était de fédérer les associations. Et c'est ainsi que le 19 octobre 2015, nous avons donc cofondé à plusieurs, entre associations de patients, en l'occurrence il y avait France Lyme, le Relais de Lyme et l'Impact, plus des chercheurs et des médecins, nous avons créé la fédération avec une première assemblée générale qui a eu lieu à Paris le 30 janvier 2016. C'est une structure qui comprend des associations, des chercheurs et des médecins. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, les médecins dans l'Orne peuvent faire partie de cette fédération ?
Complètement, justement. Le but de la fédération, c'est de réunir tous les acteurs qui sont intéressés et qui sont prêts à s'investir pour ce combat qui en vaut la peine. Et donc oui, bien sûr, tous les médecins en fait au niveau national peuvent rejoindre la fédération. Comment fonctionne en fait cette structure lorsqu'on est un médecin qui a simplement adhéré, de quelle façon est-ce qu'on participe à la vie de cette fédération et à quel moment on est en contact avec cette fédération et comment ça se passe concrètement? Alors, comme beaucoup d'associations, il y a un bureau et un conseil d'administration. Donc moi je suis le président, Christian Perron est le vice-président, et est adossé en fait à la fédération un conseil scientifique composé de 10 membres. Et nous essayons d'avoir une actualisation des connaissances et nous sommes bien sûr disponibles pour répondre aux différents questionnements selon les situations. Et une fois par an, une journée scientifique souvent très riche en enseignement est organisée. En règle générale, c'est plutôt au mois de septembre. Et notamment cette année, nous avons une réunion qui a permis d'inviter à la fois le professeur Adnan Remal du CHU de Fès, mais également le professeur Zhang de l'hôpital John Hopkins de Baltimore. Et c'était génial, très intéressant. Donc les médecins qui adhèrent à la FFMVT sont donc aux premières loges pour assister à toutes les percées scientifiques ou tous les renseignements nouveaux qui peuvent être disponibles sur les maladies attiques, c'est ça? C'est ça. Parfaitement. Et en prime, on peut en fait avoir accès sur le site de la fédération à certains documents, à des diaporamas, à des actualités. En l'occurrence, tout récemment, il y a environ 2 semaines, est paru officiellement les recommandations américaines concernant les difficultés liées au Lyme et aux maladies vectorielles attiques. Et les personnes actives de la fédération ont pu faire en fait un résumé synthétique de ce qui était précisé sur ce rapport. Donc on sait que la maladie de Lyme, c'est quelque chose qui est assez polémique. La Fédération française contre les maladies vectorielles attiques porte une certaine parole, un certain regard. Est-ce que vous pourriez, pour les auditeurs, résumer les écoles de pensée, les 2 principales écoles de pensée, ou qu'est-ce qui finalement sépare la Fédération française contre les maladies vectorielles attiques et puis des organisations comme le CNR, donc Centre national de référence de la borréliose de Strasbourg, qui est un centre normalement qui a vocation à donner des consignes et des conseils, ou d'autres organismes comme la SPILF, la Société de pathologie infectieuse de langue française, qui n'ont pas forcément la même position que la FFMVT sur un certain nombre de points. Donc est-ce qu'on peut faire le bilan des points qui posent en fait problème, où l'approche est différente et où il peut y avoir des opinions franchement contradictoires? Alors le premier point il est très simple, c'est qu'on sait très bien qu'aujourd'hui on critique beaucoup la sérologie. Effectivement, il peut y avoir un problème avec la sérologie puisqu'il s'agit d'un diagnostic indirect et que la difficulté est la mise en évidence difficile de cette bactérie. Et donc le seul outil diagnostique que l'on a globalement comme possibilité aujourd'hui, c'est la sérologie. Sauf que ce qui nous divise et nous partage, c'est que sur des cas typiques, globalement, la sérologie peut être un bon apport diagnostique, alors que sur des cas atypiques que l'on rencontre fréquemment, ces sérologies sont beaucoup moins performantes. L'autre chose qui peut expliquer ces difficultés, c'est probablement la pluralité des souches, certaines qu'on ne connaît peut-être pas à ce jour. Et à côté de ça, d'un point de vue diagnostique, on sait de plus en plus qu'il y a une problématique de co-infection. On va rappeler pour les gens qui ne seraient pas tout à fait au courant, donc, ce que c'est que la maladie de Lyme, parce que vous avez parlé de différentes souches, donc de souches de quoi? Et donc, en quelques mots pour rappeler, parce qu'effectivement, on peut avoir des auditeurs qui ne sont pas des spécialistes de la maladie de Lyme. Alors, en fait, il y a une souche originelle, qui est la souche américaine, qu'on appelle Borrelia burgdorferi sensu stricto, qui est présente quand même sur le territoire européen. Et à côté de ça, on a d'autres souches, Borrelia afzelii, Borrelia garinii, Spinaei, Kurtenbachii et Bistic, qui peuvent donner une maladie de Lyme.
et qui sont présentes donc sur le territoire européen et notamment national. Et ce qui se passe, c'est que il y a d'autres souches qui, au niveau des publications scientifiques, on a bien eu la preuve qu'elles étaient capables de transmettre une vraie maladie de Lyme. Et à côté de ça, il y a notamment une souche qui est émergente, qui s'appelle Borrelia miyamotoi, qui visiblement donne des tableaux de douleur, de fatigue, qui pourraient être compatibles avec une maladie de Lyme, mais qu'on ne rattache pas d'un point de vue, on va dire, de l'ordre dans le cadre de la maladie de Lyme. Il s'agit plutôt elle fait partie de ce qu'on appelle les fièvres récurrentes, et probablement que l'importance de cette Borrelia, qui ne fait pas partie donc des maladies de Lyme classiques, est sous-estimée, je pense. Quand on a justement donc une maladie de Lyme avec des symptômes qu'on va peut-être rappeler tout à l'heure, on peut avoir l'une ou l'autre de ces souches, mais si j'ai bien compris ce que vous disiez, les sérologies qui sont disponibles actuellement, un certain nombre de ces sérologies ne s'adressent pas à l'ensemble des souches, mais ne sont basées que sur une ou deux souches, et c'est pour ça que dans certains cas, on peut très bien avoir la maladie de Lyme, mais que la sérologie reste négative. Alors globalement, les sérologies qui sont utilisées, on va dire, dans des laboratoires de ville, ciblent au moins 4 souches de Borrelia, responsables de la maladie de Lyme, et celles actuelles du Centre national de référence ciblent 6 souches, les 6 souches qui sont connues et reconnues pour générer une maladie de Lyme. Donc ça doit être pour ça que maintenant ils disent que les sérologies sont fiables à 100%. Tout à fait, sauf que, comme je disais tout à l'heure, certaines souches de Borrelia qui ne font pas partie de ces tests sont quand même possiblement responsables, dans certains cas, d'authentiques maladies de Lyme. Donc ça, c'est un des points de désaccord entre la FFMVT d'une part et d'autre part le CNR de Borrelia et la SPILF. Y a-t-il d'autres points de désaccord ? Oui. En l'occurrence, déjà en 2012, enfin du moins sur le rapport de mars 2014 du Haut Conseil de la Santé publique, on évoquait un diagnostic de SPPT. Et c'est ce qui est ressorti de nouveau sur la recommandation HAS de 2018. Et là, d'un point de vue, on va dire, symptomatologie, du point de vue d'un tableau clinique, on est sur quelque chose qui est possiblement une bonne réponse à la présentation que l'on voit régulièrement en consultation pour tous ces patients qui sont piqués par des tiques et qui présentent des symptômes subjectifs. SPPT signifiant syndrome ou symptômes persistants post-possible piqûre de tique. Et donc il s'agit de douleurs, de fatigue, de troubles de la mémoire, notamment la mémoire récente, et parfois on peut avoir d'autres symptômes qui sont associés, qui sont décrits justement sur le rapport de l'HAS. C'est-à-dire qu'en fait, la présentation avec fatigue, douleur et problèmes cognitifs, actuellement, enfin avant cette actualisation par la HAS, ça n'entrait pas du tout dans le cadre d'un diagnostic de maladie de Lyme, ces 3 symptômes ? C'est ça. En fait, ces 3 symptômes rentraient plutôt dans le cadre de ce qu'on appelle le syndrome post-Lyme. Et sauf qu'on se rend compte, très probablement, que ces personnes qui, soi-disant, avaient des manifestations inflammatoires ou auto-immunes, malgré un traitement antibiotique, soi-disant, elles avaient une évolution favorable dans un délai maximal de 4 ans, on se rend compte que ces personnes, au contraire, pendant des années, ont les symptômes qui persistent, ou même des aggravations, et que finalement, il ne s'agit pas simplement d'un phénomène inflammatoire, mais plutôt d'une persistance de la bactérie. Et le fameux SPPT correspond parfaitement à cette réalité d'une maladie de Lyme difficile à mettre en évidence, possiblement associée à d'autres agents infectieux. Vous pourrez écouter la suite de l'interview du Dr Raouf Ghozi la semaine prochaine sur RCF Orne.